Le candidat suivant s'appelle Arnaud Montebourg. Et il arrive juste après ce jingle. Arnaud Montebourg s'est défini par un hashtag, la remontada. Il va être accompagné sur notre plateau d'Isabelle Longchamp, qui est dirigeante d'une entreprise de gros œuvres dans les Bouches-du-Rhône et qui est présidente de la Fédération départementale du BTP des Bouches-du-Rhône, et par Sébastien Labourdette, qui est dirigeant d'une entreprise de travaux publics à Pau et président de la Fédération départementale du BTP des Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que tout ce petit monde est prêt ? Arnaud Montebourg, donc, et nos deux invités qui sont chez eux, bien évidemment, hein, François Delay et Marie-Ange Guéram, pardon, Isabelle Longchamp, excusez-moi, et Sébastien Labourdette, je vais trop vite, qui sont venus l'une des Bouches-du-Rhône et l'autre du Béarn pour vous interroger. Arnaud Montebourg, il y a dans les propositions de la FFB une idée qui ne peut pas vous laisser indifférent. Nous le savons tous, c'est la réindustrialisation massive du pays. Même si ça n'est pas facile à prononcer, c'est essentiel, dit la Fédération française du bâtiment. D'une manière générale, si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous proposerez ? C'est pas facile à prononcer. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Mais c'est pas non plus facile à faire. Et pourtant, il faut le faire parce que nous n'avons plus le choix. On a redécouvert dans la crise pandémique notre dépendance dans de très nombreux secteurs. Et là, nous allons commencer à avoir la facture de cette dépendance, puisque les prix importés s'élèvent à grande vitesse. Et en plus, on est dans la situation d'impuissance où on ne peut pas travailler sur nos filières, parce que nous ne les avons plus. Alors j'ai proposé un projet de Made in France de taille XXL. Pourquoi ? Parce qu'il manque... Et avec beaucoup d'ingénieurs très qualifiés dans tous les secteurs, on a regardé ça de très près. Il manque environ 60 produits critiques dans tous les secteurs dont dépend finalement la réussite de nos entreprises qui, sur le territoire, sont en situation de dépendance. Alors dans la pharmacie, dans les équipements, dans l'alimentaire, dans la construction notamment. Et de ce point de vue-là, la transition écologique dont tout le monde parle va pouvoir trouver un terrain d'application intéressant, puisque c'est l'occasion de substituer tous les matériaux indésirables, trop coûteux ou trop conçus à partir de l'énergie fossile. Je veux parler, par exemple, des matériaux biosourcés. Donc c'est l'occasion de construire des industries nouvelles à partir des besoins de nos filières. Alors ma proposition, elle est méthodologique, puisqu'on ne pourra pas faire simplement confiance au marché en se disant si on a des start-upers de la Start-up Nation, si on a des investissements étrangers qui se localisent sur le sol français, tout ça ira très bien. C'est ce qui s'est passé pendant 5 ans. Les résultats sont les suivants. Notre balance commerciale est de moins 83 milliards. Les Italiens, plus 65 milliards. Les Allemands, plus 185 milliards. Donc, on continue de plus... Et donc, ça s'est aggravé de 15 à 20 milliards. On continue d'adresser notre demande à nos voisins sans avoir été capable de construire un appareil industriel. Donc j'ai une proposition que j'ai présentée hier dans l'industrie lourde à Belfort devant tous les syndicats de cette région qui ont subi des dégâts considérables après la vente d'Alstom à General Electric, mais elle vaut y compris pour la renaissance des matériaux de construction. Je propose, d'utiliser 3 choses, la commande publique, les aides d'État et les ententes entre entreprises pour se mettre d'accord sur des commandes groupées qui viennent du privé, pas seulement du public. Ce sont 3 choses, d'ailleurs, sans lesquelles il sera très difficile de remonter des usines. Je prends toujours l'exemple des médicaments alcaloïdes. Ça ne concerne pas votre secteur, mais quand même, on en importe 10 milliards pour les opérations chirurgicales d'endormissement des patients. Tous les ans, 10 milliards. 10 milliards, on peut faire 10 usines, mais à condition que les directeurs d'achat des hôpitaux disent nous allons diriger notre commande publique vers eux. Donc, dans tous les secteurs... On a vu sur les masques combien c'était difficile. Hein, ça n'a pas fonctionné. On a stimulé une industrie du masque en France et on achète des masques à l'étranger. Hein. On en a acheté pour 6 milliards d'euros l'année dernière. C'est ça notre déficit balance commerciale masque. Donc ma proposition, elle est la suivante.
c'est d'utiliser la commande publique pour diriger vers des entreprises que nous allons créer, par des aides d'État qui sont tout à fait exceptionnelles, qui vont devoir être... Pourquoi? Parce que les industriels, ils n'ont pas le soutien des banques ni des investissements pour reconstituer finalement un appareil productif. Il n'y a que l'État qui a les financements aujourd'hui pour le faire, c'est de l'investissement public. L'État seul ne sait pas le faire, c'est les industriels qui savent le faire. Les industriels n'y arrivent pas. Donc il faut qu'on arrive à inventer une nouvelle forme d'alliance publique-privée, qui d'ailleurs est totalement interdite aujourd'hui en l'état du droit de la Commission européenne par l'Union européenne. De même que la commande publique, elle ne peut pas aujourd'hui faire l'objet d'une préférence locale ou de façon très homéopathique, qui d'ailleurs ne fonctionne pas dans les appels d'offres, sauf vraiment locaux. Donc nous avons besoin de prendre ce droit-là, c'est-à-dire une exception en fonction de notre intérêt vital national, qui est la reconstitution de notre industrie. Je rappelle simplement que les Allemands sont à 23% de part industrielle dans la richesse nationale. Nous, on est à 11, les Italiens à 19, les Anglais à 16 et les Espagnols à 15. Si on veut remonter 5 points de richesse nationale, ça veut dire qu'il faut qu'on relocalise 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le sol national. Ces 60 produits-là, dont les vôtres, sont la condition sine qua non pour qu'on retrouve entre 500 000 et 1 million d'emplois industriels dans notre pays qui nous manquent, qui nous font défaut, qui paieraient les caisses publiques. Donc on va être obligé d'employer les grands moyens et on va être obligé de dire à l'Union européenne, accordez-nous une exception pendant 10 ans, comme les Japonais ont fait, comme les Chinois savent le faire. Ils n'ont pas la Commission européenne, les Chinois, hein, ils font exactement ça. Et comme les Américains savent le faire, et c'est une forme de redécouverte du patriotisme économique. Par exemple, êtes-vous prêts, les entrepreneurs du BTP, à grouper vos commandes vers une usine qu'on aura constituée avec des industriels du secteur, des matériaux, sur des garanties de prix, des garanties de volume, de temporalité, avec le soutien de l'État? Question intéressante, c'est un changement de paradigme économique. On n'est pas habitué à ça. L'entrepreneur que je suis, qui est dans l'agroalimentaire, se pose tous les jours cette question, est-ce que ça fonctionnerait dans une économie de marché? Mais de toute façon, si on veut réindustrialiser le pays, on sera obligé d'y aller au pied de biche. Excusez-moi, j'emploie une expression un peu triviale, si vous me passez cette expression, c'est-à-dire des moyens hors du commun pour une situation exceptionnellement mauvaise pour notre pays. Sébastien Labourdette, vous vouliez parler d'autonomie de production. Finalement, on n'est pas loin de la faire. Tout à fait, Monsieur Montebourg. Donc, vous savez, vous avez été ministre de l'économie, ministre du redressement productif. Moi, je suis entrepreneur depuis 20 ans. J'ai créé mon entreprise il y a 20 ans. J'ai envie de vous dire que, suite à vos propos, la crise de la pénurie des matériaux, elle est majeure. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans nos professions depuis 20 ans au moins. La conséquence de ça, c'est qu'on est sous la triple peine au niveau de nos entreprises aujourd'hui. C'est qu'on a une hausse des prix qu'on n'arrive pas à répercuter sur le marché, une pénurie qui parfois nous oblige à se disputer avec nos maîtres d'ouvrage parce qu'on a des délais que l'on répercute sur nos chantiers qui se rallongent, et parfois même des compagnons qu'on est obligé d'arrêter dans nos entreprises puisqu'on n'a rien à poser. Alors très clairement, j'ai envie de vous suivre sur vos propos et je l'appelle de tous mes voeux. Pour autant, vous parlez de la commande publique, vous voulez vous appuyer sur la commande publique. Je pense que c'est une bonne idée, mais concrètement, comment peut-on faire pour relocaliser ces unités de production sur le territoire, sachant que vous parliez de Made in France, j'en suis le premier supporter, même du Made in France XXL, comme vous le dites. Concrètement, je ne vois pas comment le marché aujourd'hui peut absorber tout ça avec un coût économique finalement sur notre territoire identique, puisque le maître d'ouvrage final, lui, je ne crois pas qu'il pourra absorber une hausse des prix sur certaines matières premières fabriquées sur le sol français. D'autant que les normes, par ailleurs, les nouvelles normes environnementales augmentent encore le prix de la construction par ailleurs. Effectivement, juste pour rebondir sur le maître d'ouvrage public ou sur la commande publique, j'ai envie de vous dire que je suis assez inquiet puisque déjà aujourd'hui, la commande publique n'accepte pas la hausse des prix que l'on subit de plein fouet. Sur Montebourg, on est entre le marteau et l'enclume et on n'y arrive pas. Alors, je suis d'accord avec vous sur le dernier propos, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur votre première analyse. Moi, je crois que dès lors qu'on a des volumes, des perspectives et des garanties de commande, on est en mesure d'avoir une compétitivité prix. On sait produire en France au prix mondial dès lors qu'on organise la combinaison capital-travail d'une façon compétitive. On sait le faire dans tous les secteurs. Même dans l'automobile, on a su le faire.
On a gardé nos usines automobiles, pourtant elles ont été bien abîmées, et il y a eu des relocalisations. J'ai négocié avec M. Ghosn, avant ses ennuis, pour Renault, pour le compte de Renault, quand j'étais au gouvernement, la relocalisation de 300 000 véhicules sur le sol français, avec objectif de retrouver le niveau des années 2000, 1 million de véhicules sur le sol français. Et il l'a fait. Donc c'est compétitif quand on s'organise productivement. Je vais vous dire comment on va faire. On n'a pas d'autre choix que de faire, moi mon modèle, c'est le modèle SpaceX NASA. C'est-à-dire, en fait, sur des produits tout à fait banals, le chanvre, je ne sais pas, les points sur lesquels je ne connais pas assez vos métiers pour vous dire et répondre à vos préoccupations concrètes, le bois, mais on va être obligé de monter des boîtes ensemble. Donc on va prendre des industriels qui existent, par exemple la Syrie dans le Morvan qui a des capacités de production, eh bien, on va lui dire, ben voilà, nous, on vous met 10 millions pour augmenter vos capacités de production, on vous met une école dans l'entreprise pour former les gens du coin, parce que si vous n'avez pas d'école, si on ne vous paye pas les apprentis, vous n'y arriverez pas, parce que vous ne trouverez pas le recrutement, et on va augmenter les capacités de production. En contrepartie, on se met d'accord sur un prix et sur un volume. Et on construit nos business plans ensemble. Excusez-moi, c'est une vision entrepreneuriale que je veux mettre à la tête de l'État. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'y a que ça qui marchera. Et c'est ce qu'a fait la NASA avec Elon Musk, mais on peut faire 60, 70, 100 produits comme ça, avec cette méthodologie. Il nous faut juste quoi ? Pas des bureaucrates au sommet de l'État, c'est-à-dire des types qui sont assis derrière des guichets avec des appels d'offres et qui font marcher multicritères et qui disent ça je prends pas, sans rien regarder de l'humanité, des territoires, des gens qui bossent derrière, des usines où est-ce qu'elles fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et on a besoin d'industriels conquérants et entreprenants. Mais si l'État donne le signal qu'il y a des commandes, il y a des budgets et il y a des garanties de durée et de prix, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et c'est comme ça qu'on remontera notre industrie. On ne fera pas autrement. Si vous attendez que ça vienne naturellement, ça ne viendra pas. On a attendu 20 ans, regardez ce qui s'est passé. 4 quinquennats pour rien. Et j'ai été membre d'un quinquennat, je sais ce qui ne marche pas. Je pourrais vous parler des normes. J'ai quelques expériences à raconter, puisque paraît-il que le président Hollande avait voulu faire le choc de simplification. Ça vous intéresse ? On parle beaucoup de choc aujourd'hui, donc vous pouvez y aller, oui. Ça a marché, mais le pour, choc de simplification. Pour être honnête, Arnaud Montebourg, c'est moins ce qui s'est passé dans les quinquennats précédents que ce que vous feriez du vôtre. Il est très utile de s'instruire du passé pour ne pas reproduire les erreurs dans le futur. Je veux bien le croire. Donc je vais vous raconter... Mais sur les normes, puisqu'il y a des normes environnementales notamment qui vont peser, alors il faut le faire, mais qui vont peser sur le Non, mais on n'est pas contre les normes environnementales. Là où on a un problème, c'est d'abord le poids économique de ce que ça représente, l'accumulation des normes. Franchement, et je voudrais vous narrer cette petite expérience, puisqu'un jour le président de la République réunit ses ministres économiques, dont je faisais partie, il dit « Maintenant, on fait le choc de simplification, les ministres au boulot, vous allez chercher tout ce qui ne va pas. » Je dis « Ah, j'en ai du qui ne va pas. » Donc on est allé chercher avec les préfets, les dires, je les ai secoués, je les ai réveillés, et la nuit, je leur ai dit « Messieurs, mesdames, je veux que vous me remontiez toutes les mesures. » J'en ai remonté 500 des services déconcentrés, des commissaires au redressement productif, des DREAL, des DRIR, très bien. On arrive ensuite au moment où on va passer à l'arbitrage. Parce que ce que moi, ministre de l'économie, j'aimerais voir supprimer, vous avez tous les autres ministères. Alors, vous avez l'administration de l'environnement, le ministère du travail, le ministère de ceci, le ministère de cela. Et donc, il faut faire une réunion interministérielle. Alors, on va faire la RIM, réunion interministérielle. Je dis, mais moi, je vais y aller parce que je veux défendre mes mesures. À dire, le Premier ministre vous interdit d'y aller, c'est votre administration qui vous représente. Oui, mais qui va présider la réunion ? Ben, c'est le collaborateur du Premier ministre chargé de la simplification. Quel âge a-t-il ? 27 ans. Ah ben, on est sauvé. Il doit connaître toute la société française, la manière dont il faut s'y prendre. Qu'est-ce qui s'est passé après la réunion interministérielle ? Il y a eu un arbitrage qui a été signé du Premier ministre, mais qui en fait, c'était son collaborateur sous-pentiste. Et on en a retenu combien ? Sur les 500 de mes mesures, 5. Donc, il n'y a pas eu de choc. Pourquoi ? Parce que c'est l'administration elle-même qui prétend vouloir se désadministrer. Et ça ne marche pas. Donc, je propose, c'est une de mes propositions qui est là aussi beaucoup plus systémique, un plan social au sommet de l'État. J'ai envie de vous dire, c'est le seul plan social qui me réjouirait. Je ne fais pas partie de ceux qui tapent sur les fonctionnaires. En revanche, je pense qu'on a un problème avec la haute administration
qui a décidé de régenter la société en croyant la connaître quand il ne la méprise pas. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on remplace tous ces gens par, et c'est pas très grave, on l'a fait quand on a professionnalisé les armées, on a dit à des généraux, des colonels, des commandants, puisqu'on démobilisait les soldats conscrits, on leur a dit, bon, on n'a plus besoin de toi, on te fait un chèque, mais on va faire pareil, on va dire, ouais, on n'a plus besoin de vous. En revanche, il y a des tas de gens dans la société, j'en rencontre tous les jours, qui pourraient être chef de bureau, sous-directeur, directeur d'administration centrale, ils prendraient en compte la société d'où ils viennent et ils seraient beaucoup plus tremblants dans leurs mains avant de vouloir régenter leurs activités. Ça, c'est la réforme systémique. Ensuite, si vous demandez à l'administration de faire ce travail-là, ça ne marchera pas. Donc il faut un vice-premier ministre chargé de débureaucratiser ce pays. Le pays est bloqué. Écoutez, moi j'ai monté plusieurs entreprises, dont une dans la glace. Nous installons des containers dans la cour d'éleveurs laitiers bio qui transforment, sous la direction d'un meilleur ouvrier de France, leur lait en glace. Pour installer des containers de 20 mètres carrés qui arrivent sur des grues, qui sont amovibles, je dois consulter 6 commissions, dont une chargée de contrôler si les handicapés peuvent accéder à mes containers dans la cour de ferme. Des fois qu'il y ait des obstacles pour qu'ils puissent aller manger des glaces. Et ça me prend 9 mois. C'est pas, bien sûr, c'est énervant, mais c'est surtout anti-économique. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on téléphone au sous-préfet, qu'on discute, mais vous voyez ça tous les jours dans votre secteur et dans vos boîtes. Je le connais, moi, dans l'agriculture, l'agroalimentaire, dans l'apiculture, dans le ceci, dans les amandes que je plante dans le sud de la France, dans votre département, madame. Bien, donc, on sait que ça n'est pas efficace et surtout, ça crée du découragement. Donc, je crois qu'il va falloir que nous passions le Karcher. C'est comme ça qu'on dit sur toutes ces normes inutiles. Ça a été dit, en tout cas. Non, mais ça a été dit pour des choses 2006, que je conteste. Mais là, pour ces choses-là, je pense qu'on peut y arriver. Isabelle Longchamp, vous êtes pour un choc de simplification fiscale de votre côté? Oui, plusieurs exemples. Les politiques du logement se sont successivement approchées avec des niches fiscales. Juste fait avec des niches fiscales. Alors, on en a eu tout un tas et qui changent évidemment au gré du changement des gouvernements. Donc nous avons eu le Borloo, Pinel, de Normandie, etc. On en a, ça se succède. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on ne pourrait pas avoir un statut pérenne du bailleur privé, mais juste une fois pour toutes, et qu'on n'en sorte plus? Ça donnerait de la visibilité à tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais poser mes questions dans la foulée parce que sinon après vous ne me laisserez pas parler. Donc je le fais dans la foulée. Il est très poli, hein, il faut écouter. Donc ensuite, pour les logements sociaux, on a un retard de je ne sais pas combien d'années, et notamment pour les logements sociaux. Ça devient dramatique parce qu'en plus on a une demande croissante. Aujourd'hui, comment on fait pour accélérer entre le dogme politique et les normes et les réglementations qui multiplient par X le temps pour pouvoir, je vous donne un exemple, un bâtiment qui est en péril, je suis bien placée pour le savoir, avec la rue d'Aubagne à Marseille, ça fait 3 ans que ça s'est passé, rien ne s'est passé depuis. Voilà. Comment on fait pour accélérer les choses? Je rattacherai votre première question à une vision plus globale que vous me permettrez d'exposer devant des professionnels du secteur qui se posent beaucoup de questions. Moi, j'ai regardé le bilan logement de ces dernières années. Baisse de 10% de la production de logements nouveaux, baisse de la production de locatifs sociaux de 30%, hémorragie sur l'accession sociale à la propriété et mouvement de diminution des logements de 15% de surface perdue en 15 ans. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on voit bien que ça ne marche pas. Bon. Moi, je crois qu'il y a un problème. D'abord, j'ai envie de dire, il y a un problème sur la rente foncière que je ne confonds pas avec le travail de construction, de rénovation ou l'activité économique productive. Il y a une différence entre avoir un terrain et le vendre très cher, sans avoir fait aucune impense, aucun effort, et travailler à construire ce que font vos entreprises ou rénover, améliorer. Dans un cas, c'est productif, dans l'autre, c'est une rente. 30 à 40% du prix de l'immobilier aujourd'hui, c'est d'abord la rente foncière, c'est-à-dire la bulle qui se propage jusqu'à ceux qui ont des propriétés privées et même parfois publiques et qui font monter le prix puisqu'ils sont certains, comme tous les acteurs de la chaîne de la production immobilière jusqu'au bout, d'être rémunérés.
Donc on a un problème lié à cette question. Et je dirais, si on aime la valeur du travail et l'effort dans un pays doit être rémunéré, on doit décourager la rente et encourager le travail et notamment l'entrepreneuriat. Pour ma part, je suis favorable à ce qu'on restreigne les prix de vente du prix du foncier pour permettre à tous ceux qui opèrent sur le foncier, travaillent sur le foncier et le transforment en immobilier pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Première chose. C'est un élément important parce que les Français jugent que ça coûte trop cher de se loger et ça dévore une partie importante du pouvoir d'achat et de vivre des ménages. On régule, on bloque ? On bloque. On bloque. On bloque. Mais on va plus loin. Je voudrais dire un mot. Je pense qu'il nous faut, pour organiser maintenant le territoire avec l'ensemble des injonctions contradictoires, il faut construire, mais personne ne veut, les recours judiciaires, les batailles sur les PLU, le délire des recours qui durent pendant 3 ans, 4 ans, et le budget dans les boîtes de promotion immobilière pour faire abandonner les recours, ce qu'on appelle l'abus des recours sur les permis. Moi, je propose un élargissement du droit de l'expropriation, y compris vis-à-vis du domaine public. Ça va être le public va exproprier le public pour remettre du foncier à la disposition des opérateurs et constructeurs. Je propose qu'il y ait un préfet constructeur dans chaque département et qui s'occupe de tous ces sujets pour que, là où les besoins sont insatisfaits, il ne s'agit pas de construire pour construire, nous ayons une réponse de la société, pas seulement de l'État. L'État est pilote, mais il n'est pas acteur. C'est vous les acteurs. Et que nous puissions, au-delà de l'élargissement d'expropriation, activer l'ensemble des acteurs pour avoir des résultats. Je propose un programme de retour à la terre que j'ai exposé, puisqu'il y a 10 millions de Français qui rêvent de quitter les métropoles. Et il y a 1 million, d'après l'INSEE, de biens vacants, abandonnés, qui coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent, qui mériteraient d'être rénovés et qui sont abandonnés. Les collectivités locales ne savent pas s'y prendre. Nous allons monter une agence d'État qui va acquérir à faible valeur l'ensemble de ces biens pour les attribuer gratuitement en accession à la propriété, donc pour des gens qui n'ont pas de propriété, qui rêvent de quitter les métropoles, de changer de vie professionnelle, de retrouver peut-être leurs racines, et à charge pour eux de les rénover à leurs frais. C'est du travail pour vos entreprises, c'est des enfants pour les écoles, c'est de la population dans les bourgs ruraux, dans les chefs-lieux, dans les petites villes de province, et c'est surtout une manière de faire baisser la tension de l'occupation d'un logement qui n'arrive pas à progresser dans les métropoles pour amener une sorte d'exode rural inversé, une sorte d'exode urbain, mais volontaire, et appuyé sur le désir de retrouver notre lien à la nature et à la terre. C'est un programme, d'ailleurs, qui rencontre beaucoup de succès auprès des élus locaux, qui, d'ailleurs, m'accordent leur soutien essentiellement à cause de ce projet, qui a très bien fonctionné en Italie du Sud et qui est un facteur de soutien à l'économie de proximité de vos entreprises du bâtiment. Et puis, surtout, il va falloir... Suppression des niches ou pas suppression des niches ? Alors, sur les niches, moi, elles ne fonctionnent pas. Un statut du bailleur. Elles coûtent cher et elles ne fonctionnent pas. Donc, moi, je ne suis pas... J'ai vu les propositions de votre organisation professionnelle, dont je vous remercie, elles ont le mérite d'être très claires. Moi, je suis prêt à discuter de la manière dont on peut stabiliser, c'est ça votre demande, le statut du bailleur privé et de l'investisseur, mais attention à ne pas constituer de rente fiscale avec de nouveaux avantages fiscaux. Mais la question de la fiscalité va devoir être sur la table. Savoir où est-ce qu'on incite à investir, où est-ce qu'on incite à travailler, où est-ce qu'on désincite. Un prêt à taux zéro déterritorialisé, en quelque sorte dézoné. Non, mais on peut faire... C'est une proposition. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Vous ne voulez pas rentrer dans les détails. Je n'en maîtriserai pas toutes les conséquences. C'est une proposition de la FFB. Non, mais je sais. Ça vous permettra d'y réfléchir. Mais moi, ce que je vois, c'est que tout ce qu'on a essayé jusqu'ici, ça donne le résultat qu'on a vu. Donc, il va falloir employer, là, d'autres moyens. Et à mon avis, des moyens beaucoup plus ambitieux. Je voudrais quand même dire un mot du logement social, parce que l'État a fait les poches du logement social. Pour la minute qui vous reste. A fait les poches du logement social, a abandonné l'ANRU. Il y a eu 1,3 milliard prélevés sur le logement social. On en a vu les conséquences. Là, je crois que nous devons reprendre l'effort budgétaire. Peut-être que les niches fiscales peuvent servir à soutenir le logement social. C'est beaucoup de travail en retard dans ce chantier du logement, de l'immobilier, de la construction dans notre pays.
Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci Arnaud Montebourg d'être venu devant les professionnels du bâtiment.